Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée un petit peu atypique par rapport aux soirées habituelles du SCIT qui abordera un sujet qui nous concerne tous, le diagnostic des lésions de la muqueuse buccale. Avec en fin de conférence une petite update concernant la pose d'implants chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Cette présentation sera animée par le docteur Maxime Delarue, ancien chef de clinique en chirurgie orale au pôle de médecine et chirurgie bucco-dentaire de Strasbourg, qui a rejoint notre équipe depuis le début d'année et qui apporte une réelle plus-value à notre activité de par ses connaissances médicales. Les micros ont été coupés, désactivés quand vous êtes arrivés à la réunion. Merci de faire attention à ce que vos micros restent coupés. Vous pourrez néanmoins poser vos questions en passant par le chat que vous avez en bas de votre écran. C'est le petit onglet discuter. On les collectera et on les posera à Maxime en fin d'intervention ou pendant si les questions sont pertinentes. C'est Natacha, docteur Vettel, qui s'occupera de collecter les questions et de les poser donc en fin de soirée. Je vais laisser la parole au docteur Audrey Burger qui a juste une petite annonce à faire. Audrey, si tu veux activer ton micro, tu as le droit. Merci. Voilà. Salut tout le monde. Donc en effet, je suis Audrey Burger. Je suis dentiste donc à Griffheim sur Toufel et je participe à une mission humanitaire à Madagascar fin octobre. Et on sollicite les confrères, correspondants et autres fournisseurs pour essayer de récupérer du matériel, notamment d'examen et de chirurgie, parce que c'est une mission pour essayer d'aller soigner 3000 enfants dans des dispensaires et orphelinats. Donc je remercie encore ceux qui ont déjà donné, c'est vraiment sympa. On a toujours besoin de son miroir, Crestel, Davier, Rugile, manche de bistouri et toutes ces petites choses surettes qui traînent parfois dans nos tiroirs qui vieillissent et dont on se sert pas forcément tous les jours. Donc si jamais, n'hésitez pas, peut-être par l'intermédiaire du site, à faire un retour ou à me contacter au cabinet, donc à Griffheim. Merci pour la prise de parole et puis merci encore à vous deux pour le soutien que vous avez déjà apporté à l'association. Je t'en prie Audrey. Voilà, c'est avec un grand plaisir et un honneur que je laisse la parole à Maxime. Ok, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour discuter d'un sujet que je pense beaucoup d'entre vous savent qui me passionne, qui est la pathologie de la muqueuse buccale. Donc effectivement, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, j'ai eu l'occasion de m'occuper de ces patients, de vous apporter des fois de l'aide dans le diagnostic de ces lésions. Alors évidemment, ce soir, je ne vais pas vous apprendre à faire absolument tout en dermato, mais c'est de revoir ensemble des bases essentielles qui vous permettront soit de mieux adresser vos patients, soit de mieux les examiner, soit peut-être d'apprendre quelques notions médicales complémentaires. Donc, écoutez, je me fais un plaisir de pouvoir en discuter avec vous ce soir. Donc, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer la présentation. Et voilà, j'enlève ça et c'est bon. Bon, déjà pour commencer, rappelons que même autour des implants, il existe des lésions de la muqueuse buccale. Là, en l'occurrence, vous voyez un magnifique nodule derrière mon nom qui malheureusement avait été apparu. Ça s'appelle un granulome pyogénique. Donc c'est une lésion malheureusement réactionnelle qui peut intervenir à côté de vos implants. Donc voilà, au moins j'aurais glissé ça dans la soirée. Sinon, évidemment, pour commencer, le but de cet examen clinique, ça va être une vraie enquête policière que vous allez devoir mener pour recueillir des données, que ce soit des informations ou bien une inspection précise de cette lésion de la muqueuse buccale. Et on va voir différents éléments qui vont vous aider justement à le diagnostic, et que ce soit d'inspecter la muqueuse, mais également aussi de savoir identifier des choses qui sont proche de la pathologie, mais qui reste malgré tout dans la normalité. Et un grand chapitre que j'ai réussi à réduire en 2 diapos, qui consiste à l'identification des lésions élémentaires qui vont devoir donc ensuite être attachées à des étiologies. Et là, j'ai plein de photos à vous montrer. On parlera un petit peu des tests complémentaires qui nécessitent de jouer un petit peu avec des éléments médicaux, paracliniques, et donc je les aborderai aussi également
au moment de cette présentation. Donc tout d'abord, pour commencer votre examen clinique, c'est des choses très habituelles que vous faites avec votre patient. Ça consiste en l'analyser. Est-ce que c'est un homme, une femme? Quel âge a-t-il? Quel métier fait-il? Quelle est sa situation familiale? Les motifs de consultation peuvent être divers et variés. Ça peut être la douleur, ça peut être aussi la gêne par une obstruction au niveau de la cavité buccale. Ça peut être également une lésion qui intervient régulièrement et qui handicape le patient pour manger. Donc ce motif va avoir un réel intérêt. Évidemment, les antécédents médicaux chirurgicaux vont être essentiels parce que des fois, vous pouvez retrouver des étiologies parmi ces antécédents et les traitements qui représentent malheureusement parfois des effets secondaires. Et donc, on va se retrouver avec des lésions qui vont apparaître à cause de médicaments. Et ça, c'est peut-être les enquêtes les plus difficiles finalement. Bien sûr, on pensera au carcinome épidermoïde, dont ça représente quand même 95% des cancers de la cavité buccale. Et donc, la notion de tabac et d'alcool, qui est évidemment synergique, sera essentielle à demander à vos patients. Donc, quelles questions vous pouvez poser sur le contexte d'apparition de ces lésions? Quelle est l'histoire de la maladie? Donc, évidemment, c'est de savoir depuis combien de temps. Est-ce que c'est arrivé il y a 2 semaines ou 3 mois? Est-ce que c'est arrivé à un moment particulier? Est-ce que vous étiez peut-être un peu plus fatigué, stressé? Il va y avoir également tous les antécédents de lésions similaires qui auraient pu arriver. Par exemple, des récidives. Est-ce que c'est la première fois que vous faites cet épisode? Les aftes, par exemple, vous en avez peut-être tous eu, mais pour autant, il y a des patients qui en font beaucoup plus régulièrement que les autres. Et donc, c'est là où on va commencer à se poser des questions. Le mode d'installation, est-ce que ça arrivé subitement ou ça s'est installé progressivement? Là, aujourd'hui, j'ai vu une dame, effectivement, elle a ce qui ressemble à un granulome pyogénique également, on regarde un implant, mais c'est arrivé il y a 2 semaines, ça a grossi, ça ne grossit plus. Et puis voilà, donc c'est des éléments qui vont vous permettre d'orienter plus ou moins votre diagnostic ou vos hypothèses diagnostiques vers une direction ou une autre. Comme pour votre examen classique, vous allez regarder également les signes généraux. Donc, est-ce qu'il y a une altération de l'état général, une fatigue, des difficultés à manger? Est-ce qu'il y a eu de la fièvre éventuellement qui pourrait vous orienter peut-être vers une notion un peu plus infectieuse de cette lésion? Est-ce qu'il peut y avoir des signes fonctionnels associés, c'est-à-dire une douleur, une brûlure, une gêne, des facteurs qui peuvent être déclenchants ou apaisants? On le sait bien, par exemple au niveau des lichens, tout ce qui va être des aliments très acides, des aliments qui piquent l'eau gazeuse, va être moins supportable que de l'eau plate. Donc, c'est des choses qu'il faut écouter chez votre patient. Et on pensera toujours au carcinome épidermoïde et rechercher des choses un peu plus spécifiques, comme les dysphagies, les dysphonies, les difficultés à tirer la langue ou en tout cas à la mouvoir, et évidemment des signes locaux particuliers, s'il y avait des saignements, du pus, une mauvaise odeur éventuellement qui pourrait évoquer de la nécrose, ou bien si effectivement votre patient se plaint d'une sensation de sécheresse en bouche. C'est des choses qui peuvent être très larges. On a un éventail très très large au niveau des motifs de consultation. Chose qui change un petit peu par rapport à l'examen bucco-dentaire, qu'on fait quand même un petit peu moins, c'est que moi, je regarde au niveau cutané. Alors évidemment, les parties qui sont accessibles, mais j'essaie de regarder au niveau des avant-bras quand les patients sont un peu dénudés. J'essaie de regarder la partie cutanée au niveau du visage. Je vais aussi essayer de regarder au niveau de leurs yeux et au niveau des ongles, du cuir chevelu, les fanères qui pourraient aussi évoquer ou retrouver certaines lésions différentes. La palpation va également être essentielle dans ces cas-là, toujours bilatérale et symétrique, à la recherche de la consistance au niveau des adénopathies, déjà de les rechercher, éventuellement voir si vous avez des mobilités ou si effectivement elles sont adhérentes. Est-ce qu'elles sont dépressibles ou bien est-ce qu'elles sont fixées au plan profond? Ça va pas vous évoquer forcément les mêmes étiologies. Je vous rappelle, dans le carcinome épidermoïde, on va trouver plus facilement une volumineuse adénopathie, ou plusieurs d'ailleurs, qui seront peut-être un peu rugueuses et aussi très pierreuses et que vous n'arriverez que très difficilement à bouger. Donc ça, c'est des critères de gravité.
On peut également faire des examens très simples pour la sensibilité au niveau de la face, pour tester le 5.1, le 5.2, le 5.3. Voilà, c'est des examens un petit peu plus poussés. Bon, dans la cavité buccale, qu'est-ce qu'on utilise? Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser 2 miroirs ou 2 abaisse-langues, d'avoir une précelle à côté de vous, sait-on jamais, et une petite compresse. Cette compresse, ça sera essentielle parce qu'elle va vous permettre d'observer la muqueuse sur une muqueuse que vous allez sécher, et 2 miroirs qui vont vous permettre de vous balader petit à petit au niveau de la muqueuse. Votre éclairage sera aussi essentiel. Ça peut être évidemment votre cialytique, des lampes LED. Ça peut être aussi des lampes frontales dans certains cas. Je l'ai déjà observé dans des cabinets d'ORL. Donc ça, c'est le matériel de base quand vous faites l'analyse de votre examen de la muqueuse buccale. Des choses un petit peu plus spécifiques existent, bon, notamment pour les biopsies. Donc, on va utiliser évidemment une lame 15, on peut utiliser un punch avec un fil de suture et surtout le petit pot de formol qui permettra de mettre votre prélèvement dedans, qui partira ensuite en analyse sous microscope par votre collègue anatomopathologiste. Petite notion supplémentaire, quand vous avez des patients qui se plaignent de sécheresse buccale, il peut être intéressant de réaliser ce qu'on appelle un test au sucre. Ce test au sucre, il est très bête et il vous permet au moins d'être objectif. Est-ce que le patient salive ou non? Vous utilisez ce sucre, ça c'est un bleu, alors très précis, c'est un sucre numéro 4 que vous glissez sous la langue de votre patient. Vous ne lui parlez plus, il ferme la bouche et vous le laissez tranquille. Vous mettez votre chronomètre en marche et au moment où le sucre s'effondre dans la bouche, votre patient vous prévient. Vous pouvez inspecter quand ça prend un petit peu de temps. Et si ce test dure au-delà de 3 minutes, alors oui, vous avez une hypocyalie objectivée. Donc, c'est des petites choses complémentaires qui peuvent être mises en place. Et en plus, le test au sucre, c'est simple. Mais vraiment, l'essentiel dans la cavité buccale, c'est de regarder vraiment toutes les régions de la cavité buccale. Quand votre patient il arrive, souvent, vous vous dites « Ah montrez-moi ». Et on se précipite tout de suite sur la lésion. Surtout pas. Quand vous regardez la lésion, vous ne voyez plus rien après, vous ne voyez que la lésion. Donc, il faut essayer de systématiser son examen. Et ça passe par quelque chose de très simple qui a été défini, qui s'appelle la technique des 3 cercles concentriques. C'est une technique qui se fait en 3 étapes, le cercle externe, le cercle moyen et le cercle interne. Je vais évidemment vous le décrire. Une vidéo aurait été idéale. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de patient qui a été d'accord pour le faire. Donc, en fait, vous prenez vos 2 miroirs ou les abaisse-langues et on va commencer par le cercle externe. Donc, le but, ça va être vraiment de regarder quel est vos miroirs au niveau de la première commissure. On va l'appeler commissure homolatérale. Ça va vous permettre de regarder déjà le revêtement cutané, de regarder la commissure, donc votre lèvre, et de passer ensuite sur la partie interne de la muqueuse. Vous allez déplacer petit à petit vos miroirs de manière à observer la face interne de la joue, la lèvre supérieure, tout en n'oubliant pas le vermillon, ainsi que la partie cutanée, pour finir à la commissure contralatérale. Et ensuite, on va redescendre et faire exactement la même chose à la partie intérieure. Ça, c'est pour le cercle externe. Le cercle moyen, lui, c'est pour vraiment commencer à regarder l'intérieur de la cavité buccale. Donc, on commence au niveau de la tubérosité, homolatérale, on va l'appeler, puis regarder sur la face interne dentaire, le palais dur, et puis arriver jusqu'à la tubérosité contralatérale. Vous allez ensuite pouvoir tomber directement sur le trigone rétromolaire contralatéral et passer au niveau de la face interne des dents, la partie linguale, regarder le plancher et ensuite arriver jusqu'au trigone rétromolaire homolatéral de dépose. Ça, c'est pour observer votre cercle moyen. Donc attention, il faut bien déplisser les tissus, il ne faut pas hésiter à pousser un peu la langue qui a souvent tendance à être une vilaine bête qui essaie de chasser les miroirs. Troisième partie, c'est pour le cercle interne qui est vraiment hyper essentiel puisque on sait que la majorité des carcinomes épidermoïdes peuvent être retrouvés à peu près dans cette région, que ce soit langue et plancher. Et donc là, ça va vous permettre déjà d'observer avec un patient la bouche grande ouverte, le palais mou, puis ensuite le dos de la langue pour regarder
Avec votre compresse, vous allez prendre la pointe de la langue, pouvoir tirer un petit peu sur celle-ci et regarder le bord de chaque côté. Et éventuellement, demander à votre patient de lever la langue pour la mettre au palais et regarder le plancher buccal et la face ventrale de la langue. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien déplissé les tissus et tout regardé, le patient se remet en position normale, vous lui demandez d'ouvrir grand la bouche et vous lui demandez de faire un A grave, de manière à pouvoir observer l'aéropharynx, c'est-à-dire pour aller regarder principalement l'épidial amygdalien antérieur et postérieur, l'uvule, la luette, et puis éventuellement, des fois, on peut voir l'amygdale, les amygdales palatines, notamment les amygdales linguales, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça permet de faire un examen clinique dans sa globalité. Comme je vais ensuite évidemment vous reparler un petit peu de la muqueuse normale, de celle qui diffère, avant ça, je voulais quand même évoquer un petit peu les différentes étapes diagnostiques qui peuvent intervenir. En fonction du type de lésion, vous allez peut-être utiliser des examens paracliniques pour vous aider. Notamment l'imagerie est un très bon examen, surtout quand c'est au niveau du palais, au niveau des gencives. Vous allez pouvoir vous aider soit de TIB, de panoramique. Alors ça, c'est pour des premières images. Le CBCT va être intéressant pour voir si éventuellement vous avez une lésion au niveau de l'os sous-jacent. Et puis, dans certains cas, on va carrément demander l'IRM, nous, pour aller voir si effectivement on peut trouver des tumeurs, surtout au niveau des parties molles de la face. Typiquement, là, sur l'image que vous voyez, la patiente, elle a été adressée pour une tuméfaction, là, en regard des dents du secteur 40. Et cette tuméfaction, elle est indolore, elle est là depuis quelques semaines. La patiente vient. Quand on touche chez nous, c'est pourtant plutôt bien délimité, d'une couleur plutôt rose. Bon, on se demande qu'est-ce qui se passe dessous. On fait une première panoramique, on voit une image radio claire, donc CBCT dans le deuxième temps. Et il se trouve qu'on trouve une grosse image radio claire, bien délimitée, mais avec malgré tout une perte de la corticale vestibulaire. Et quand on a parlé avec cette patiente et qu'on a eu l'occasion d'échanger, dans ses antécédents médicaux, elle présentait ce qu'on appelle un myélome. C'est un cancer au niveau des plasmocytes. Et en l'occurrence, cette patiente, elle était en train de faire ce qu'on appelle un plasmocytome. C'est en fait une tumeur de son myélome au niveau d'un os. Et il se trouvait que c'était au niveau de la mandibule. Donc là, c'est pas de la chirurgie. Dans ces cas-là, il y avait un diagnostic de certitude, ce qui disait qu'il n'y avait pas besoin de faire une biopsie. Mais on l'a réadressée à son oncologue parce qu'elle faisait une rechute de son myélome. Voilà. Autre examen essentiel que je vais passer très vite parce que vous le connaissez, c'est la biopsie. Soit une biopsie incisionnelle, excisionelle, c'est-à-dire soit on prend la totalité, soit une partie. Ça va dépendre effectivement des cas cliniques. Elle n'est surtout pas systématique dans tous les cas de figure. On le fait dans des cas particuliers. Typiquement, là, sur l'image que l'on a, on a une plaque leucokératosique qui est bien délimitée, mais qui est pas très homogène. C'est-à-dire qu'on voit un peu des épaisseurs un peu diverses et variées au niveau de cette lésion. Bon, à la palpation, c'est un petit peu plus rugueux, mais c'est pas plus dur que ça. Mais malgré tout, on a préféré faire une biopsie XRS, c'est-à-dire retirer l'ensemble de cette lésion pour la faire analyser. Ce serait-ce que pour éliminer soit un carcinome épidermoïde, soit en tout cas une transformation carcinomateuse au niveau de cette lésion. Et il se trouve qu'en fait, c'était simplement un lichen kératosique, parce que certains éléments ont été retrouvés au niveau du prélèvement et qui ont permis de faire un diagnostic de certitude du lichen. Ça, c'est les plus connus. Et après, on part sur des choses plus spécifiques, comme les examens sanguins. Bon, les examens sanguins, le plus connu, c'est la NFS, la numération de formules sanguines. Après, on peut partir dans des choses beaucoup plus spécifiques pour aller doser les carences, les vitamines B9, B12, par exemple, dans les ulcérations. On peut partir aussi sur des sérologies, par exemple la sérologie VIH, mais aussi le TPHA-VDRL je vais le perdre pour la syphilis. Et ça peut être aussi des sérologies pour des dermatoses bulleuses auto-immunes. Voilà, il y a pléthore d'examens complémentaires à faire dans certains cas de figure. La photographie, je voulais juste m'y attarder une minute, parce que la photo, c'est un élément essentiel de la consultation de pathologie de muqueuse buccale. C'est-à-dire que la photo, ça vous donne un instant T. Des fois, on est tous un peu pressés, et en fait, quand vous regardez les photos après, vous pouvez zoomer,
Vous pouvez revoir des choses que vous n'aviez peut-être pas vues lors de votre examen clinique. Vous avez un instant T et quand le patient il arrive à une consulte, même chez votre correspondant, et ben c'est super d'avoir cette photo parce que si la lésion a disparu entre-temps, pour nous c'est très compliqué de pouvoir identifier éventuellement ce qui s'est passé. Et dernier élément, c'est un très bon. La photo est essentielle dans les suivis chroniques. On va penser au lichen par exemple, parce que vous allez avoir une évolution de ce lichen avec des lésions érosives ou ulcérées à certains endroits. Et en fait, vous allez voir l'évolution, si votre traitement est efficace, s'il y a des zones qui cicatrisent mieux que d'autres, s'il y a besoin de passer un traitement plus local ou plus par voie générale. Et donc, dans le temps, c'est vraiment un élément essentiel qui permet aussi très bien de communiquer avec les patients. Et les derniers, vous connaissez les examens microbiologiques, type frottis, quand il y a un candidat, d'aller frotter le palais pour voir si vous retrouvez éventuellement les différentes colonies. Ça peut être aussi pas systématiquement, mais en tout cas dans le cadre de la virologie, où on a un doute diagnostique, on peut demander des PCR, on l'a tous connu pendant la période Covid, donc ça peut être des éléments complémentaires. Voilà pour la partie paraclinique. Donc, on va pouvoir passer à la muqueuse buccale. Donc, avant de vous parler des différentes pathologies ou des différentes lésions, il me paraissait essentiel quand même de vous montrer un peu la normalité et quelques anomalies de cette normalité. Petit rappel, la bouche, contrairement à la peau, elle est beaucoup plus rosée. Et en fait, ce côté rosé va être lié au degré de la kératinisation de la muqueuse, son épaisseur et éventuellement la vascularisation qui est présente. Première muqueuse que l'on connaît tous, les lèvres. Les lèvres sont plutôt rouges, mais malgré tout, elles sont un petit peu blanchâtres, tout simplement parce que c'est une muqueuse qui est kératinisée. C'est-à-dire qu'elle a une fine couche protectrice à sa surface. C'est un épithélium qui fait la jonction entre la peau et la cavité buccale et sa muqueuse. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous avez les lèvres un peu sèches, eh bien, vous squamez, vous avez des squames, vous avez des petites fissures qui peuvent se créer, comme sur la photo. Et donc, voilà, c'est du fait de cette petite kératinisation de surface. Une fois qu'on passe au niveau de la face interne de la lèvre, bah là, on va passer sur une muqueuse qu'on appelle de recouvrement, c'est-à-dire que c'est une muqueuse qui est non kératinisée. On va la retrouver au niveau de la muqueuse labiale, en plus de ces centaines de glandes salivaires accessoires. On va la retrouver au niveau de la face interne de la joue, qui elle a beaucoup moins de glandes salivaires. La muqueuse alvéolaire, le plancher buccal, on peut le voir avec le plancher, hein, il est vraiment très fin, c'est un épithélium très fin. On arrive à voir par transparence les veines ranines, hein, ou veines linguales pour les plus récents. Bon, avec un frein et éventuellement les canaux de Wharton qui s'abouchent au niveau du frein. Autre muqueuse normale, un petit peu plus blanche, vous l'avez tous remarqué, ben effectivement c'est votre gencive, notamment la gencive attachée, la gencive au niveau des papilles, et ainsi qu'au niveau du palais dur. C'est une muqueuse qui est un petit peu plus fine et surtout qui est plus kératinisée, d'où sa couleur un peu plus blanche. Et puis, dernier tissu, la langue. Donc, la langue, elle, qui est faite, effectivement, certes, de muscles dessous, mais dessus, c'est un gros réseau très spécialisé pour la gustation. Donc, toutes les papilles ne servent pas à sentir le goût, mais elles vont avoir un intérêt soit pour écraser le bol alimentaire, ou effectivement pour le goût. Donc, par exemple, les petites papilles foliées qu'on va retrouver ici, qui ont un aspect un petit peu blanchâtre, qu'on va retrouver principalement sur la face dorsale, un petit peu partout. On va retrouver également les papilles fongiformes qui sont celles qui sont un petit peu plus rouges, comme là sur la flèche que l'on peut voir, qui sont un petit peu plus disparates. Et puis sur la partie postérieure, malheureusement pas visible sur cette photo, sur le bord de la langue, on va retrouver les papilles fongiformes et le fameux V lingual avec les papilles caliciformes. Et pourquoi je vous présente cette langue? Parce que la langue, elle présente beaucoup de variations et que je voulais vraiment vous les présenter. Donc, ces variations, en fait, elles sont à la limite de la pathologie, elles sont fréquentes et ça peut réellement être des motifs de consultation de vos patients. Et donc, c'est vraiment l'observation clinique ainsi que la connaissance, donc le fait de vous les présenter, qui fait qu'après, vous les reconnaîtrez systématiquement. La première et la plus connue, finalement, c'est la langue géographique. La langue géographique,
qui a plusieurs noms, notamment glossyte en carte de géographie, glossyte exfolié migratoire. Elle a changé énormément de noms pendant des dizaines d'années parce qu'elle a une petite capacité à changer de forme petit à petit. Elle est fréquente puisqu'elle touche 1 à 2% de la population. En gros, ça correspond à un psoriasis buccal. Ça a été longtemps, en tout cas, décrit comme ça parce qu'on trouve des petits abcès, en fait, au niveau anapathe. Et vraiment, c'est caractéristique, c'est-à-dire qu'on retrouve des plages dépapillées, c'est-à-dire des plages un peu rouges où on voit plus les papilles filiformes que je viens de vous montrer un peu blanches. Ces plages un peu dépapillées, parfois ça peut être un peu érosif, c'est-à-dire un peu avec une perte de substance, mais la plupart du temps c'est surtout rouge. Et ça va être entouré d'une bordure blanchâtre, un peu surélevée, qui en fait correspond à des pustules. C'est un peu la même idée. Et en fait, là, par exemple, c'est complètement caractéristique. C'est une plage dépapillée entourée d'un halo blanchâtre, un peu surélevé. Et donc ça, c'est caractéristique de la langue géographique. La plupart du temps, c'est vraiment indolore. Malgré tout, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des gens qui soit se regardent un peu trop dans la glace et ont repéré ça d'un coup et donc un peu cancérophobes, ou d'autres patients qui ont quelques sensibilités, notamment pour tout ce qui est alimentation piquante, vinaigrette, épicée, avec une sensibilité un petit peu plus accrue. Malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a pas grand chose à faire, hormis des dentalgiques locaux éventuellement, des petites pommades réhydratantes, mais c'est quelque chose qui sera présent longtemps. Donc c'est une langue qui est parfaitement normale et qu'il faut savoir dépister. Deuxième type de langue, qui peut être aussi géographique dans 20 à 40% des cas, c'est la langue scrotale. Scrotale, en fait, parce qu'elle présente ces petites fissures. Alors, c'est pas des vraies fissures, c'est des pseudo-fissures parce que c'est parfaitement épithélialisé à l'intérieur. Mais ces fissures, certains patients peuvent les trouver un peu moches. Et au moment de votre examen clinique, il faut pas hésiter à les déplisser pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Et des fois, ça peut retenir le bol alimentaire. Certains patients peuvent se plaindre d'une halitose ou d'une sensation de mauvais goût. Et donc là, comme maintenant vous êtes calé sur la langue géographique, eh ben vous reconnaissez que cette langue scrotale, elle est aussi géographique. Vous retrouvez ces petites plages dépapillées entourées d'un bordure un peu blanc. Donc c'est ça, une langue scrotale. Alors là, on peut voir des papilles un peu hypertrophiques. Je vous rassure, on les retrouve pas systématiquement. C'est vraiment ces fissures, c'est des rides que l'on trouve au niveau de la langue. La langue saburale, alors ce qu'on appelle aussi langue chargée, c'est un enduit blanchâtre, un peu jaune, qu'on va retrouver notamment chez des gens qui peuvent être malades, parce qu'en fait ça correspond vraiment aux débris alimentaires ou à des squames, une pullulation microbienne qui se fait. Quand vous grattez, ça part en partie, et on le retrouve chez des gens qui sont un peu malades, déshydratés. C'est quelque chose de normal. Alors là, dans ce cas-là, évidemment, c'est une langue saburale. La langue n'est pas pathologique, mais on est dans un contexte où c'était un enfant qui faisait un épisode de mononucléose. Bon, voilà, donc d'où l'infection qu'il avait, mais cette langue, on la retrouve principalement à ce moment-là. C'est pour ça que votre médecin, il vous demande souvent de tirer la langue. Ça peut être un indicateur. C'est une sorte de système d'autolavage qui se fait pas correctement parce qu'il y a une sécheresse au niveau de la cavité buccale. On salive pas de la même manière, on nettoie pas de la même manière, et donc ça crée cet enduit. C'est quelque chose de parfaitement physiologique. Donc ça, je remercie Natacha pour cette photo parce que j'en trouvais pas, je les prends jamais en photo. Donc c'est la langue noire vileuse. C'est des langues où les gens consultent parce que... C'est pas moi, hein, c'est pas ma langue. Non, c'est pas la langue de Natacha. Merci de le préciser, t'as bien raison. Mais qu'on a vu en consultation il y a pas très longtemps. Et donc cette patiente, en fait, elle a juste des papilles filiformes, donc les petites blanches, mais qui sont allongées et qui sont un petit peu plus grosses que la moyenne, ce qui fait qu'elle capte plus facilement les aliments, qui vont au fil du temps en fait s'oxyder. Elles brossent pas assez la langue. Ça peut se colorer juste avec un café, ça peut aller très vite. Et à partir de ce moment-là, ça donne cet aspect noirâtre. Et pourtant, ceci n'est pas une candidose. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une infection fongique, mais il n'en est rien. C'est vraiment anatomiquement des papilles filiformes augmentées. Donc, dans ces cas-là, il faut juste proposer aux patients de brosser la langue. Et puis, il y a des cas de figure où vraiment ça ne part pas. Et là, on propose des rétinoïdes. Bon, bref, c'est des traitements qu'on trouve dans l'acné qui vont venir un peu brûler l'épithélium superficiel.
Voilà pour la langue noire vileuse. J'espère que je vais pas trop vite, mais voilà, n'hésitez pas à le signaler en tout cas si c'est le cas. Autre chose que vous avez dû remarquer, alors ça rend pas bien du tout là sur ma photo avec l'éclairage. Le linéal bas, c'est la ligne de morsure qu'on retrouve assez fréquemment au niveau de l'intérieur des joues, surtout chez des gens stressés. Ça prend la marque effectivement des dents, la ligne de morsure, et vous pouvez aussi la retrouver en miroir au niveau du bord lingual. On le retrouve, c'est un élément par exemple qui est étudié dans le bruxisme, notamment pour définir le bruxisme des patients. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les patients notamment très stressés. Bon, la celle que je vous ai montrée, c'est pas le patient le plus stressé qui existe, mais voilà, elle peut être encore plus marquée, mais c'est vraiment une ligne blanche, un simple épaississement de l'épithélium qui s'est fait au niveau de la zone de jonction. Il suffit de replacer vraiment la joue en regard et vous vous rendez compte que ça correspond vraiment à l'indentation. Autre chose, c'est le leucoœdème. Le leucoœdème, ça peut paraître une lésion blanchâtre au niveau de la joue, hein, une sorte de plage blanche au niveau de la joue. En fait, ça correspond uniquement à un épaississement de l'épithélium qui donne cet aspect un peu opalin, et on va retrouver comme ça là les petits stries. Alors, elle est petite celle-ci, on voit quand même ce voile. Ça va être plus marqué chez les patients de couleur ou chez les patients obèses par effet de contraste ou par l'épaisseur justement de la joue. Ça peut être favorisé effectivement aussi par le tabac, et simplement pour faire le diagnostic différentiel d'une lésion kératosique, c'est-à-dire une plaque blanche, eh ben vous tirez la joue, et quand vous tirez la joue, vous créez un amincissement de cette joue, ce qui fait que ce voile en fait disparaît et la joue reprend une couleur relativement rosée. Voilà pour le leucodème. Bon, les tories, je vais passer rapidement. C'est une excroissance osseuse que peut-être vous enquiquine de temps en temps pour la réhabilitation de prothèses amovibles. Elle est toujours saillante et médiane au niveau du palais au maxillaire. Et à la mandibule, elle est souvent bilatérale et au niveau des prémolaires. Là, la deuxième, je suis désolé, sur la photo, elle est ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule flèche. Mais voilà, c'est juste des excroissances osseuses et qui n'ont rien de particulier. Parfois, elles peuvent éventuellement s'ulcérer, soit sous l'effet de traumatisme. Bon, en soi, il se passe pas grand-chose de plus. Et ça, je voulais absolument en parler parce que je ne savais pas s'il y aurait beaucoup de jeunes mamans parmi nous, des jeunes grand-mères ou des papas très impliqués. Mais c'est les perles d'Epstein, c'est assez peu connu. C'est des petites perles, des petites lésions kystiques qu'on peut retrouver dans la bouche des nouveau-nés, des nourrissons, qu'on va retrouver soit au niveau de la gencive, soit au niveau du raphet médian, et qui vont disparaître vraiment spontanément au bout de quelques semaines. Ça, c'est vraiment une photo véridique d'un de mes copains qui a eu un bébé, et puis qui m'a envoyé ça en photo, qui m'a dit pourquoi mon bébé il a des boutons blancs dans la bouche. Et donc voilà, on a pu le rassurer. C'est simplement des petites glandes, c'est des glandes sébacées hétérotopiques, c'est-à-dire c'est des petites glandes qu'habituellement on retrouve au niveau de la peau, mais par un effet embryologique, on peut en retrouver au niveau des muqueuses, principalement des lèvres et des joues. Plus on vieillit, plus on en a en général, et ça peut donner cet aspect de papule un petit peu orange, un peu surélevé, parfaitement indolore, qu'on peut aussi retrouver au niveau des parties génitales, la muqueuse des parties génitales. Donc voilà. C'était histoire de vous en parler et de vous dire que c'est quelque chose de parfaitement normal. Voilà pour la partie des choses normales. J'ai une petite question du coup. Par rapport à la langue suburale, puisque du coup tu disais que le traitement en soi c'est de gratter, de nettoyer ce qu'il y a dessus. Ouais. Et si du coup la personne demandait si on ne fait pas ce nettoyage, ce grattage, par exemple chez un enfant justement qui ne voudrait pas se laisser faire, est-ce que ça empire? Est-ce que ça met plus de temps à guérir ou ça disparaît? Non, ça finit par disparaître. Il n'y a pas de souci. Une fois que la réhydratation redevient normale, que l'infection diminue, tout rentre dans l'ordre et ça redevient parfaitement normal. Merci. Bah, avec plaisir. Pas d'autres questions? Rien pour le moment, rien d'autre pour le moment. Ok, super. Merci bien.
Donc là, je vais repartir effectivement sur l'orientation diagnostique et voir un petit peu comment analyser. Une fois que vous avez fait votre examen clinique, vous avez inspecté la muqueuse, vous avez donc repéré la lésion. Pour l'instant, elle a le nom de lésion, mais bientôt, elle va avoir un autre nom. Ce qui est vraiment essentiel, c'est d'identifier là où les lésions élémentaires qui correspondent à cette lésion. C'est-à-dire que ça va être le mode de communication, c'est l'élément clé, c'est l'élément de base de communication, que ce soit sur votre courrier pour le correspondant ou même pour vous si vous faites des hypothèses diagnostiques. Vous avez plein de tiroirs et si vous ouvrez le tiroir de la lésion élémentaire correspondante, derrière, si vous connaissez toutes les pathologies qui correspondent, vous allez trouver votre pathologie. Ça va vous permettre après donc de rattacher aussi cette lésion à une pathologie en ajoutant votre anamnèse, votre interrogatoire, votre examen de la peau, votre examen des adénopathies. C'est l'ensemble de ces éléments après qui vont vous permettre. Mais l'élément essentiel, c'est réellement l'identification des lésions élémentaires. Donc, pour ces lésions élémentaires, alors c'est un cours peut-être qui remonte à longtemps pour certains, il en existe plein de types, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles. Il y a celle avec des modifications du volume du tissu, il y en a plus ou il y en a moins, et aussi des modifications au niveau de la couleur. On l'a vu, les muqueuses sont plus ou moins rosées, mais en fonction du type de tissu sur lequel on est, on va pas avoir la même couleur. Voilà, si c'est très 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 blanc, vous savez que ça ne correspond pas à un tissu normal retrouvé au niveau de la cavité buccale. Donc pour ça, je vous ai fait un grand tableau, parce que je pense que c'est pas la peine de reprendre, ça pourrait nécessiter un cours, je pense, d'1 heure sur les lésions élémentaires. Mais ce qu'il faut donc se souvenir, c'est que soit c'est du tissu en plus, typiquement les papules, c'est un petit soulèvement épithélial qui va se faire de petit diamètre, comparativement à un nodule où ça va être beaucoup plus gros. On va aussi avoir des pertes de substances, par exemple les érosions, c'est des pertes de substances qui sont superficielles, qui n'atteignent pas la membrane basale. C'est pour ça que ça reste relativement rouge quand on les voit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lésions de zona ou des lésions même d'herpès. En fait, c'est des choses qui sont un peu moins creusantes que peut l'être, par exemple, pour l'aft, parce que l'aft correspond à une ulcération, comme ici, qui va avoir un fond un peu plus jaune, tout simplement parce que cette perte de substance atteint et dépasse en fait cette membrane basale, ce qui fait qu'on se retrouve dans un tissu après avec de la fibrine, et c'est cette fibrine qui donne cet aspect jaunâtre. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui pourraient paraître très proches, mais quand on regarde uniquement la lésion, on va voir des différences. L'érosion, ça va être beaucoup plus petit, ça va être aussi un fond plus rouge, tandis que l'aft, ou l'ulcération, va être, lui, peut-être plus volumineux, avec un halo érythémateux et surtout un fond jaune, qu'on appelle aussi beurre frais. On peut retrouver d'autres lésions qui se ressemblent aussi beaucoup. Une vésicule, c'est un soulèvement intraépithélial avec, en fait, quand vous le touchez, vous sentez que c'est mou. Donc, à l'intérieur, c'est soit un produit séreux, ça peut être un produit hématique, donc du sang, comme vous pouvez le voir là sur la bulle. La seule différence entre les deux, c'est la taille. Ça fait à peine 1 millimètre. Quand ça faisait, alors c'était une bulle géante, ok, ça fait plusieurs centimètres. Donc, la différence, ça va être dans l'identification réellement de ce type de lésion. Donc là, on peut voir vraiment un éventail relativement important de ces lésions. On parlait également, en plus de la modification tissulaire de la taille, mais on peut aussi parler de la couleur, qui est essentielle, c'est-à-dire que quand vous voyez du blanc, vous essayez de gratter. Si ça part pas, c'est probablement une leucokératose, une kératose, c'est-à-dire un épaississement de la couche cornée, soit par une couche qu'on appelle orthokératosique, parakératosique, peu importe, ça c'est les allopathes qui vont vous donner ces éléments-là, mais c'est un élément qui va être essentiel au diagnostic. Comparativement, par exemple, là, ici, une candidose, en fait, vous allez avoir du blanc, mais ce blanc, vous allez réussir à le détacher. Et donc, ce ne sera pas de la kératose. C'est un produit membraneux lié vraiment à l'infection fongique. Donc, c'est ces petites différences qui vont vous permettre ensuite d'ouvrir l'hypothèse diagnostique. Parce que vous vous doutez bien qu'entre une candidose ou une plaque leucokératosique du fumeur,
on va pas du tout faire les mêmes investigations, on va pas rechercher les mêmes choses et on va pas faire les mêmes examens cliniques. Bon, là on a d'autres images, une magnifique croûte. Une croûte, c'est simplement une perte de substance. Il y a de la fibrine comme prévu. En fait, c'est la cicatrisation qui fait que il y a un assèchement au niveau de la cicatrisation qui forme la croûte. Donc dessous, en fait, c'est quelque chose de très érodé ou de très ulcéré. Donc c'est pas exactement. On est déjà sur un process un petit peu plus avancé. Voilà, principalement pour les lésions élémentaires. Je sais que je devais passer un peu vite sur les lésions, mais s'il y a des questions, en tout cas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Une fois que vous avez identifié là où les lésions élémentaires, je reviens rapidement en arrière, vous pouvez en avoir plusieurs. Là, je vous les ai individualisés. Mais quand vous regardez, par exemple, un carcinome épidermoïde, je ne sais pas si vous en avez tous vu, mais on peut se retrouver avec différentes lésions élémentaires. Typiquement, par exemple, ce nodule, alors il s'agit d'un épuli, on le saura que plus tard, après la biopsie, mais ce nodule, en l'occurrence, il est très rouge par rapport au reste de la gencive. Donc, on peut considérer que c'est un nodule érythémateux. Vient ensuite la palpation. Il était relativement souple. On va donner sa taille. Il était supracentimétrique. Et puis, sa localisation. Donc, il était au niveau de la papille, ça devait être 23 et 24. Apparu depuis 3 mois. Et donc, ça, c'est une magnifique définition. Et même si vous ne savez pas ce que c'est, pour votre correspondant, d'avoir ces éléments-là, c'est vraiment une aide, tout simplement parce que lui, il va reposer de toute façon les mêmes questions, mais il peut aussi y avoir eu des modifications. Donc, une fois qu'on a vraiment fait ce premier travail de débrouillage, et notamment qu'on a réussi à identifier cette lésion, on va partir à essayer de le rattacher à une étiologie principalement. Ces étiologies, elles sont diverses et variées. Elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être inflammatoires, elles peuvent être tumorales, traumatiques. Faut pas oublier les causes médicamenteuses. Également, malheureusement, des fois, il peut y avoir une pathologie générale sous-jacente à ces lésions, donc faut pas les oublier. Et après, c'était pour simplifier, mais il peut y avoir des causes génétiques, notamment syndromiques, que l'on peut retrouver. Donc, notamment pour l'étiologie traumatique, en général, c'est assez facile de débusquer cette étiologie, tout simplement parce que le patient, il en a conscience. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est vraiment votre anamnèse et l'examen clinique qui va vous permettre de savoir si la lésion que vous voyez, elle est plutôt d'origine traumatique ou une autre étiologie. Typiquement, les groupes différentiels de lésions traumatiques, ça va être des traumas soit liés à des prothèses, comme l'épulis fissuratum, c'est vraiment le truc le plus connu, l'enfoncement de la prothèse qui va créer en fait des feuillets un peu hypertrophiques au niveau de la gencive. Et donc le patient, il va être blessé, il va être gêné et il va savoir que c'est vraiment dû à sa prothèse qui s'enfonce parce qu'il sent en général que la sustentation n'est pas idéale au niveau de sa prothèse. Ça peut être des traumatismes dentaires, soit des morsures, soit, par exemple, là, en l'occurrence, c'est un patient qui avait des ulcérations traumatiques, d'apparition récente. Et en l'occurrence, quand on fait l'examen clinique, on se rend compte qu'en fait, ces ulcérations correspondent avec ces dents mandibulaires et notamment qui sont très usées parce qu'ils bruxent, il y a des lésions cervicales d'usure, ou en tout cas, il y a un phénomène un peu de polissage avec des bords un peu tranchants. C'est très douloureux, d'apparition récente, et puis en fait, on se rend compte vraiment qu'il y a l'empreinte des dents qui rentre dans les dents. Donc, on a simplement poli, on le revoit 15 jours après, et là, en fait, ça avait parfaitement cicatrisé. Une règle importante, c'est que si cette ulcération n'avait pas cicatrisé au bout des 15 jours où je le revois, cette consultation est importante pour prévenir les carcinomes épidermoïdes. Évidemment, dans ce cas-là, j'aurais réalisé une biopsie pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène carcinologique. Donc ça, c'est une règle qui est importante, je l'ai mise en rouge, en gras, c'est vraiment un truc essentiel. Toute ulcération doit être biopsiée quand elle dure plus de 15 jours. Donc ça vaut le coup de revoir les patients, juste pour vérifier qu'il y a une cicatrisation, pour voir quelle est l'évolution.
Autre image, là c'est l'histoire d'une brûlure. Elle est géniale cette photo. C'est une patiente qui est venue à l'époque aux urgences à l'hôpital. Elle était en pulpite irréversible, ça devait être, oui, ça 38. Et en fait, elle avait très très mal et elle a eu la bonne idée de se mettre un comprimé d'aspirine, en fait, au niveau de la gencive, dans le repli gingivo-jugal. Et en fait, les comprimés d'aspirine, c'est extrêmement acide. Et en fait, elle l'a laissé, elle n'a pas senti. Et donc, ça a créé une énorme brûlure. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, ça pourrait faire penser à une érosion. Alors, c'est le cas parce qu'il y a une brûlure. Mais en fait, tout ça, si vous prenez une petite pince, on arrive à l'enlever. Tout simplement, c'était d'abord une bulle qui s'est percée pour laisser apparaître une érosion. On retrouve l'histoire comme ça. Et en fait, l'épithélium est en train de nécroser. Et c'est le toit de cette bulle que l'on retrouve juste ici et qu'on arrive à soulever avec la pince. Puis évidemment, en parlant avec la patiente, en lui demandant s'il y avait eu quelque chose de particulier, et elle nous explique cette histoire-là. Voilà, et puis dernière chose, c'est les types d'aspiration, les diapnosies. Donc là, c'est une diapnosie linguale, quelque chose de moins fréquent parce que habituellement, vous les voyez plutôt au niveau des joues, entre deux dents, avec un diastème. Les gens vont aspirer et en fait petit à petit créer ce qu'on appelle une hernie muqueuse. Ils vont stimuler leur tissu pour former une boule de tissu normale, mais qui malheureusement va finir par les gêner. Autre type de lésion, je vais passer assez rapidement parce que finalement assez simple, c'est des choses qui apparaissent petit à petit, la plupart du temps représentées par des nodules. C'est les lésions donc tumorales, mais on va dire plutôt bénignes, c'est-à-dire bien délimitées, homogènes, sans destruction osseuse en regard. Donc on va trouver différentes catégories parmi ces tumeurs et type les pseudotumeurs, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de membrane en fait qui les encercle. Là en fait c'est un mucocèle. Au moment de la chirurgie, on a réussi à pas le percer et donc ça montre une belle image bien clivée finalement de salive. C'est de la salive qui s'est agglomérée. Donc on va trouver différentes choses, sauf que là, le seul moyen de savoir exactement face à quelle entité, vous pouvez avoir des présomptions, évidemment, par rapport à votre examen clinique, par rapport à la palpation, par rapport à votre image, mais la seule chose qui va vous permettre d'avoir un diagnostic de certitude, ça va être la biopsie. Et là, dans ces cas-là, c'est des biopsies exérèses, on enlève absolument tout et on envoie en analyse pour connaître la formation et le positionnement des différentes cellules, ce qui permettra déjà d'éliminer une cause maligne et ensuite d'avoir un diagnostic un petit peu plus précis. Donc là, on pouvait par exemple s'en douter sur un lipome, c'est de la graisse, donc c'est quelque chose de jaune, mais malgré tout, c'est des choses qu'il faut adresser systématiquement. Une fois qu'on a parlé des lésions bénignes, forcément, on va parler des pathologies tumorales malignes, ou en tout cas qui peuvent être potentiellement, donc je le redis, une ulcération qui perdure au-delà de 15 jours doit être biopsiée. Typiquement, chez cette patiente, on a une forme d'ulcération ici, centrale, avec une tuméfaction périphérique, un peu rouge, donc on va dire un peu érythémateuse, un peu blanche. Et en l'occurrence, on peut voir, si on regarde un petit peu au niveau de la face dorsale de la langue, on peut voir un réseau qui vient passer comme ça sur la langue. Et en fait, on fait le diagnostic ce jour-là. Malheureusement, on se doute que c'est un carcinome épidermoïde après les différents examens, les adénopathies. Mais en fait, c'est une transformation carcinomateuse sur un lichen plan. Je vous rappelle que le lichen, il y a des transformations carcinomateuses dans 0,5 à 2% des cas, donc c'est vraiment important qu'ils soient suivis régulièrement et encore plus quand ils ne sont pas du tout stabilisés, c'est-à-dire très érodés, très ulcérés et qui font mal. Il faut suivre les patients de manière très assidue. Juste à côté, on a une image un petit peu différente. On a ici des plaques leucokératosiques, on peut même dire d'aspect verruqueux, avec des plages érythémateuses qui s'étendent jusqu'à la moitié du palais, qui doivent être là depuis longtemps. Donc là, effectivement, c'est la même chose. C'est le prélèvement à la patte qui va permettre
Et malheureusement, c'est l'ensemble de ces éléments qui permettent de poser ensuite le diagnostic de carcinome verruqueux. Ici, une radio peut être intéressante justement pour voir s'il y avait effectivement une lésion osseuse sous-jacente. Pareil sur ce lymphome, là, vous avez une belle image d'ulcération, donc c'est-à-dire une perte de substance au niveau gingival avec une exposition osseuse juste ici. On peut se douter ici, il y a un trou noir, donc en fait, il y avait une communication bucco-sinusienne qui était présente depuis, je dirais, 1 mois, je crois, chez ce patient. On a fait un prélèvement pensant à un carcinome épidermoïde, et puis en fait, le prélèvement est revenu, et non, il ne s'agissait pas de ce type de cancer, mais d'un lymphome B. Donc là, pareil, ce patient a été adressé cette fois-ci en oncohématologie, pour une prise en charge, et en l'occurrence, je crois qu'il a eu uniquement de la chimiothérapie. Donc voilà, il y a pléthore de lésions différentes qu'il faut justement évaluer et biopsier dans certains cas de figure. Donc, il ne faut pas avoir peur d'adresser vos patients pour des analyses. Mais quand vous faites une description plus claire, et ben, ça permet aussi de connaître le degré d'urgence aussi pour ces patients-là. Si vous décrivez une ulcération de plus de 15 jours qui ne passe pas, qui voire s'agrandit avec des adénopathies, là, ça va être quelque chose de beaucoup plus inquiétant qu'une petite plaque apparue il y a 2 jours au niveau de la gencive. Malgré tout, les deux seront vus. Quand tu dis adresser, du coup, Maxime, parce que donc c'est une question qui a été adresser, posée. idéalement, adresser, c'est d'adresser à votre spécialiste correspondant. Alors, actuellement, nous, au cabinet, on n'a pas encore réussi à monter exactement la chaîne qu'on veut mettre en place pour pouvoir voir ces patients-là. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, la consultation de pathologie de la muqueuse buccale au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg a perduré par le docteur Klienkopf. Donc ça peut être déjà une première possibilité. Après, en fonction de vos correspondants, chirurgiens oraux aussi, ça peut être également des ORL, des chirurgiens maxillofaciaux, qui ont effectivement plutôt un certain tropisme pour la pathologie de la muqueuse buccale. Ça peut être une bonne idée de leur adresser. Après, quoi qu'il arrive, il faudra les adresser, ce serait-ce que pour faire un prélèvement dans ces cas spécifiques. Parfois, ce prélèvement est pas forcément nécessaire, mais là, c'est pour les cas d'hémopathie maligne. On pense à des leucémies, des hypertrophies gingivales un peu particulières. Et donc, dans ces cas-là, c'est la NFS qui sera plus discriminante. Après, c'est un peu moins fréquent, entre guillemets. Mais voilà, de toute façon, il va falloir adresser le patient parce que quand on ne sait pas, il faut adresser. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que quand on a un patient qui présente une lésion comme ce qu'on peut voir là à l'écran, on n'est pas forcément très bien déjà aussi pour lui annoncer, parce qu'on sait très bien que quand on voit ça, après ce que tu nous as montré, on comprend bien qu'il y a des petites choses, enfin que c'est assez grave. De toute façon, tu vas rien annoncer. C'est ça. Tu ne vas rien poser des questions. Tu vas juste annoncer que tu as repéré une ulcération qui ne cicatrise pas, avec présence d'adénopathie, et que malheureusement, il va falloir réaliser un prélèvement. Pour ceux qui en font, ils les font. Ceux qui n'en font pas, dans ces cas-là, c'est d'adresser pour faire un prélèvement, juste pour savoir de quelle entité il s'agit. Et on s'arrête là. Yes. De toute façon, on s'arrête là. Ça fait déjà presque partie de l'annonce de ne pas l'annoncer. Mais exactement, ok. Ça débute le cheminement du patient justement sur ce qui va se passer après, parce que il y a différentes étapes qui arrivent. Il va arriver, on va lui faire un prélèvement, on va le revoir souvent assez rapidement, on va lui faire l'annonce. Moi, après, je l'ai adressé en ORL pour la suite de la prise en charge, le bilan d'extension. Donc voilà, c'est là où il faut aller vite aussi. Donc il faut rester vague. Et de toute façon, tant que l'anapathe ne vous a pas dit c'est un carcinome épidermoïde, vous n'annoncez pas de carcinome épidermoïde, jamais. Voilà. Vous n'annoncez pas qu'il s'agit d'un truc grave. Par contre, vous dites c'est essentiel d'aller réaliser ce prélèvement. Voilà. C'est une façon de communiquer. Merci pour les réponses. Très rapidement, ça peut être toutes les causes inflammatoires. Donc la plupart du temps, c'est des lésions qui sont chroniques, avec des ulcérations, des érosions qu'on va retrouver fréquemment dans le temps. Et donc là, on a pléthore de pathologies possibles. Ce qu'il faut garder quand même à l'esprit, c'est
une des consultations qui embolise le plus c'est dans le bon sens du terme que je le dis, mais qui remplissent les consultations, c'est le lichen, parce que c'est vraiment très fréquent. Je pense que de plus en plus dans le temps, par les niveaux de stress qui peut être ressenti, en tout cas au niveau de la population. Mais le lichen, voilà, c'est une pathologie qui est très très fréquente, donc qui est très caractéristique, hein, avec un réseau blanchâtre, avec cette plage érythémateuse, principalement au niveau jugal, bilatéral, et puis on peut le retrouver aussi de manière plus éparse, des fois au niveau des gencives, on peut le retrouver aussi au niveau de la langue. Alors c'est moins fréquent, ça peut être moins caractéristique, hein, c'est pas toujours ces images-là, mais dans ces cas-là, on finira par faire un prélèvement, ce serait-ce que pour attester qu'on retrouve bien un lichen plan. Et par exemple, votre patient qui a des aftes, alors vous n'allez pas lui faire de prélèvement immédiatement en fait. Ça va devenir nécessaire d'investiguer au fil du temps. Si votre patient vous dit j'ai fait 3 aftes plus de 3 fois dans l'année pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah là vous allez peut-être rechercher une cause différente et lancer des examens NFS complémentaires ou des carences pour rechercher les étiologies qui peuvent correspondre. Et c'est là où on commence à jouer justement avec la médecine et rechercher des pathologies un peu plus générales. Là, c'était pour vous montrer, c'est des apps qui peuvent paraître complètement banales, et puis en fait, non, c'est des patients qui reviennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous lancez votre bilan et puis vous vous rendez compte, bah non, derrière ça, là en l'occurrence, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, donc elle a une aphthose buccale récidivante, mais qui est liée à un déficit en vitamine B9, les folates. Donc on va lui donner sa substitution, et puis ça va permettre justement de voir si on améliore. Et en toute honnêteté, chez elle, on n'a pas vu forcément d'amélioration, et donc on pourrait retomber sur un diagnostic plus idiopathique. On est resté sur l'idée du B9 parce qu'il y avait une carence et qu'elle avait un peu de mal à nous transmettre ces numérations, mais voilà. Et puis, dernière grande classe, c'est les fameuses gingivites érosives. Ça me semblait essentiel d'en parler. Quand vous avez des patients qui ont des gingivites érosives, c'est-à-dire vraiment très rouges au collet des dents, que vous avez fait 1 détartrage, 2 détartrages, 3 détartrages, 3 surfaçages, et qu'il y a 0 amélioration alors que leur hygiène bucco-dentaire s'est améliorée. N'hésitez pas à prendre une petite pince et à voir si la muqueuse se décolle. C'est un test tout bête, mais si c'est le cas, vous l'adressez. Parce qu'on peut retrouver des dermatoses bulleuses auto-immunes dans ces cas-là, ce qu'on appelle la pemphigoïde par exemple des muqueuses, ou bien pemphigus vulgaire. Et c'est des choses qui peuvent avoir une apparition au début en bouche. Il y a des gros retards de diagnostic parce que c'est pas forcément toujours facile. Et donc, c'est des patients, n'hésitez pas à les adresser tout simplement parce qu'il y a des examens complémentaires à réaliser, type biopsie, mais examen d'immunofluorescence directe. C'est en gros, on prend un petit morceau en périlésionnel pour voir après des marqueurs spécifiques qui vont nous dire à quel endroit ça va se décoller, s'il y a une bulle. Et puis aussi des sérologies, donc ça c'est des choses un peu plus spécifiques. Ça peut être aussi adressé à des dermatologues. Hein. Je pense au professeur Lipsker qui a été longtemps mon correspondant. Moi je lui diagnostiquais, mais je lui adresse absolument tous les cas après parce que c'est lui qui doit s'en occuper parce qu'il peut y avoir des retentissements au niveau oculaire, au niveau cutané, notamment des brides, des cicatrisations un peu difficiles. Et donc ça il faut que ce soit suivi par quelqu'un qui sache les gérer. Et il me semble que c'est la dernière, c'est tout ce qui est infectieux. Là, c'est votre tableau clinique également. En général, vous faites le diagnostic assez facilement. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est plutôt tel virus ou tel virus? Là, c'est les connaissances qui vont vous aider. Typiquement, un zona, on sait que ça va être plutôt chez l'adulte, qui a déjà eu la varicelle. Et on va avoir ces érosions, donc les petites érosions, qui ont conflué les unes avec les autres parce qu'il y en avait beaucoup et elles se sont rejointes. Et puis en se rejoignant, elles ont formé cette grosse plage, et en fait, qui s'arrête vraiment à la partie médiane du palais. Et donc on sait qu'il n'y a absolument qu'un territoire nerveux qui est touché, ce qui nous laisse penser et présumer qu'il s'agit d'un zona dans ces cas-là. Mais dans le cadre du pied-main-bouche, faut regarder le corps, c'est-à-dire ça peut être les mains, ça peut être les pieds, ça peut être au niveau de la cavité buccale. Quand c'est une primo-infection herpétique, vous n'avez pas de lésion au niveau cutané, hormis parfois au niveau des ongles. Il peut y avoir ce qu'on appelle des panaries herpétiques.
Mais en l'occurrence, ça reste quand même très localisé au niveau de la cavité buccale et partout dans la cavité buccale. Et plutôt chez le jeune. Parce qu'on sait qu'à 15 ans, il y a 80% de la population qui a déjà été en contact avec ce virus-là. Donc, vous voyez, c'est ce genre de notions avec lesquelles il faut un petit peu jongler. Dans le cas d'un doute, faut pas hésiter à faire une sérologie ou une PCR. Donc, la PCR, on vient juste gratter et on va voir si on retrouve de l'ADN du virus. Ou alors une sérologie. En fait, on vous fait une sérologie pendant que vous êtes infecté. On voit si vous n'avez jamais été en contact avec. Et en fait, dans un deuxième temps, 15 jours après, quand vous aurez fini, on vous en refait une deuxième. Et ça permet de vérifier, éventuellement, si vous avez développé des marqueurs qui montrent que vous êtes immunisé face à cette entité. Voilà. Petite précision, s'il y a des gens qui font beaucoup de paro parmi nous, qui ont des guns et des PUN, des gingivites ulcéronécrotiques ou des parodontites ulcéronécrotiques, faut vraiment ne pas oublier de faire la NFS parce qu'il faut écarter les hémopathies malignes. Donc la NFS, dans ces cas-là, est vraiment obligatoire et essentielle. Et le dernier, je le passe très rapidement, c'est les pathologies générales. Parfois, c'est pas toujours une cause buccale, ça ne reste pas au niveau de la cavité buccale. Et il y a des choses un petit peu plus compliquées qui peuvent être trouvées. Bon, dans ces cas-là, effectivement, il faudra adresser délégués, médecine interne, spécialistes, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, il y a des choses très connues, par exemple les hyperplasies gingivales, là qui est également hypertrophique, liées à un médicament antipélique. Mais ça peut être des choses beaucoup plus graves, entre guillemets. Cette patiente, vous voyez, elle fait ce qu'on appelle une kéylite. Et encore là, c'est plutôt une muqueuse jugale qui est érosivo-bulleuse. Un épisode très aigu qui est apparu d'un coup. Et puis, elle a également des ulcérations là au niveau du plancher qui sont plutôt bien délimitées. Et en discutant un peu avec elle, en fait, elle a une polyarthrite rhumatoïde. Elle prend du méthotrexate, donc c'est un immunomodulateur. Et en fait, ce médicament, à partir d'un certain degré, si vous avez par exemple un problème au niveau du rein, il est néphrotoxique. Si vous avez un problème au niveau du rein, il reste plus longtemps au niveau du sang. La méthotrexanémie augmente. Et dans ces cas-là, ça peut déclencher des épisodes comme ça de mucite au niveau de la cavité buccale. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié un article comme ça aussi d'une patiente qui malheureusement avait reçu en fait 5 jours d'affilée, voire plus, son méthotrexate parce que les équipes infirmières s'étaient pas parlé. Et pareil, elle a fait une réaction importante. Et elle avait une dégradation de sa fonction hépatique, une dégradation de sa fonction rénale. Donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus complexes à diagnostiquer. Donc dans ces cas-là, faut pas hésiter à le transmettre. Alors du coup, quand tu dis adresser, tu parlais avant, dans certains cas, il faut adresser quand même rapidement. Et du coup, la question, c'est comment faire pour adresser rapidement, sachant qu'il y a des délais hyper importants chez les spécialistes, les chirurgos, les ORL En général, à l'hôpital, quand vous avez une consultation dédiée, ça peut aller vite. Après, ça va être aussi sur le tableau clinique. Alors, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais avant, je gardais toujours 1 ou 2 créneaux d'urgence de semaine en semaine, de manière à pouvoir éventuellement faire des rajouts de dernière minute pour des patients qui le nécessiteraient. C'est-à-dire typiquement l'ulcération qui cicatrise pas depuis 15 jours du patient vigneron avec une atteinte au niveau du plancher lingual. On lui réservait un créneau pour le voir très rapidement. Mais c'est vraiment cette description qui va être faite en amont avec les différents examens, que ce soit l'historique médical, les traitements et la description que vous faites de cette lésion, qui permettra de savoir si ça nécessite de le voir rapidement ou non. Là, je vous assure, cette dame, ça va vite. Elle a mal, elle mange plus, elle est fatiguée, elle est pas bien. Donc, si c'est pas moi qui la reçois ou un praticien spécialiste, elle ira aux urgences de toute façon de l'hôpital parce que là, elle peut pas rester chez elle toute seule, elle a trop mal et elle mange plus. Donc, malheureusement, les systèmes se mettent un petit peu en place de ce principe-là. Il faut essayer de garder quand même l'idée de ces signes de gravité pour pouvoir adresser les patients rapidement. Ok. Et du coup, pour la consultation des pathologies de la muqueuse buccale à l'hôpital, on appelle au service de chir et. Ouais. Oui, après, ça peut être un mail à un des praticiens. Après,
Là, moi, Il y a justement une question qui vient d'être posée. Où trouver les coordonnées de la consultation spécialisée à la fac c'est le service de chirurgie orale. Ouais. C'est le service de chirurgie orale. Je pense que vous le trouverez facilement sur Internet, pour le coup. J'ai le numéro au cabinet si jamais on pourra le mettre et après, petit résumé ou à la fin. Au cas où, pour nos correspondants aussi, si vous prenez une photo et que vous m'appelez, ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre. De manière, au moins de pouvoir répondre à vos interrogations, si c'est nécessaire ou pas, de vous accompagner. Ça, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, j'en termine parce que j'ai dû fortement prolonger mon intervention. Je voulais vraiment insister sur ces différentes étapes pour inspecter et surtout faire ces hypothèses diagnostiques. C'est vraiment important d'inspecter la muqueuse buccale, de savoir différencier ce qui est physiologique de ce qui est pathologique et de reconnaître aussi ces lésions qui sortent un peu de l'ordinaire parce que ça, c'est des choses très fréquentes et donc idéalement, ça évite aussi de les adresser. Première essentielle, c'est d'identifier là où les lésions élémentaires, ce serait-ce que pour pouvoir communiquer de manière convenable ou pouvoir ouvrir le tiroir qui correspond aux lésions ou aux pathologies que vous avez et de rattacher évidemment ces lésions à une étiologie en fonction de la discussion, en fonction de vos examens aussi paracliniques que vous aurez réalisés. Ce qui est vraiment important, et je réinsiste, mais si vous ne savez pas, c'est vraiment d'adresser parce que toute lésion doit quand même être identifiée. Voilà. Pour info, je vous mets dans le chat le numéro du service de chirurgie de la fac. Comme ça, vous l'aurez. Après, si c'est des pathologies cutanées, il y a le professeur Lipsker en dermato qui est fantastique. Après, si c'est pour des choses un peu plus tumorales, bénignes, vous avez évidemment les différents chirurgiens oraux de Strasbourg. Vous avez la consultation de pathologie de la muqueuse. Vous avez différents spécialistes en chirurgie maxillofaciale, en ORL. Donc, il y a quand même pas mal de corps qui peuvent recevoir quand même les patients. Et d'autant plus si vos descriptions sont excellentes et que le caractère urgent est bien montré. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si, je vais. On te dit bravo dans le chat. Ah bah merci. Voilà. Alors attendez, restez connectés. Mais c'est pas tout à fait fini. Attention, ça n'est pas tout à fait fini. J'attendais de savoir si vous aviez éventuellement des questions sur la pathologie de la muqueuse buccale, parce que là, on va complètement changer de sujet. Ça nous semblait essentiel de communiquer dessus, parce que en plus, à la première soirée du ski que moi j'ai faite là quand je suis arrivé au cabinet, j'ai commencé à dire à tout le monde attendez, les recommandations vont changer. Je vous assure, tout est en train de changer et ils m'ont tous dit mais non, ça change pas du tout. Et effectivement, parce que ça fait 2 ans que au DU d'implantologie de Strasbourg, je leur dis que ça va changer, que les recommandations arrivent et que ce que je leur raconte va changer le mois d'après. Et ça y est, ça a enfin changé. Donc les recommandations de la prise en charge des patients à haut risque d'endocardite infectieuse ont changé. Dans un souci de faciliter déjà je pense que j'ai déjà été très long. Je voulais simplifier vraiment pour la partie implantaire, un petit peu chirurgicale évidemment et paro, mais surtout implantaire. C'est-à-dire qu'il y a de ça 2011, les recommandations disaient pas d'implant pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Puis 2015, 2017, il y a des papiers qui sont sortis qui ont commencé à dire peut-être qu'on va pouvoir finalement faire des implants, mais attention, pas le patient avec des antécédents d'endocardite et sous réserve que le cardiologue soit d'accord. Et donc ça a commencé à créer un doute sur faut le faire, pas le faire, et il n'y avait pas de recommandation officielle par la Haute Autorité de Santé. Donc en 2021, je crois qu'ils ont lancé une note de cadrage, et cette note devait durer 1 an, et puis au final ça a duré un petit peu plus. Et donc en mars 2024, des nouvelles recommandations ont été édictées. Avec qui
plein de corps de métier. Société de cardiologie, Société française de chirurgie orale, d'odontologie pédiatrique, paro-implanto, maxillo, et les anesthésistes réanimateurs. Et j'ai oublié la pathologie infectieuse qui se sont joints. Donc différents corps de la médecine. En termes d'indication, alors attention, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, antécédents d'endocardite infectieuse, les patients avec des prothèses valvulaires ou matériel prothétique, ou encore les cardiopathies congénitales cyanogènes, opérées, non opérées, etc. C'est comme avant, ça n'a pas changé. Ils ont juste rajouté un corps de patients qui sont les patients porteurs de pompes d'assistance ventriculaire. C'est un dispositif qui est mis en place principalement chez des patients avec des grosses insuffisances cardiaques, ou qui sont souvent assez fragiles. Et donc, je vous ai mis une petite photo de ce type d'assistance ventriculaire. Perso, j'en ai jamais vu. Mais voilà, c'est à se souvenir qu'ils ont rajouté juste une petite catégorie de patients. En implantologie, malgré tout, il reste quelques contre-indications. Alors, je commence par les contre-indications. C'est-à-dire que chez le patient qui est à haut risque d'endocardite infectieuse, toute chirurgie devra se faire sans membrane de régénération osseuse. Donc, pour les ROG, c'est compliqué. Pour les praticiens qui travaillent énormément avec ces membranes, bah voilà, il se trouve que ça reste un avis d'expert. En lisant un petit peu plus précisément, ça a l'air d'être le risque en fait infectieux et de réouverture après ce type de greffe qui a l'air de contraindre en fait à ne pas les utiliser. Je le dis sans certitude, hein, voilà, c'est histoire de vous donner une explication. J'ai essayé de savoir pourquoi. Donc actuellement, les contre-indications formelles, c'est pour les patients qui nécessitent une membrane de régénération osseuse et une interdiction formelle de réaliser les traitements des périimplantites. Par contre, certains gestes deviennent autorisés maintenant, bien sûr toujours sous antibioprophylaxie. Différents gestes, donc il y en avait qui étaient déjà autorisés. J'ai surligné ceux qui étaient nouveaux, il me semble. Notamment, je pense à ceux qui font de la paro, le traitement chirurgical des poches peut être réalisé, mais toujours sans utilisation de membrane de régénération osseuse. En chirurgie orale, bon, les avulsions étaient autorisées, mais maintenant, les dégagements, par exemple, de dents incluses, ou même les techniques de corticotomie sont autorisées. Donc, c'est vous dire le champ quand même qui s'est ouvert par rapport à rien ou pas grand-chose avant. En implantologie, bah, vous l'avez compris, finalement, les implants sont autorisés, on va voir, sous certaines obligations qu'il va falloir rechercher en amont. Mais sinon, la mise en place d'implants n'est plus contre-indiquée, elle est autorisée sous antibioprophylaxie, ainsi que la mise en place de piliers implantaires, donc les dégagements, et les chirurgies préimplantaires également sont autorisées du moment qu'il n'y a pas d'utilisation de ces membranes de régénération osseuse. Donc ça change quand même beaucoup de choses par rapport à avant. En implantologie, par contre, ils ont quand même donné quelques dogmes. C'est-à-dire que, je vais parler plutôt pour les correspondants, il va falloir expliquer aux patients les différentes possibilités thérapeutiques. C'est-à-dire lui expliquer qu'il peut avoir, par exemple, pour un implant castré, il a le droit à un implant, mais il a le droit également à un bridge, il a le droit également peut-être à un bridge collé pour le secteur antérieur, je ne sais pas, mais il va falloir lui présenter ces différentes options et qu'il ne croit pas qu'il n'ait que la solution implantaire. Chose qui est évidemment déjà faite en amont de toute façon. L'antibioprophylaxie reste obligatoire pour les chirurgies implantaires, pour les chirurgies préimplantaires, puis de toute façon pour tous les gestes considérés comme invasifs, où il y a une pénétration de la muqueuse buccale, hormis quelques gestes recommandés par l'HAS. Et sinon, avant la mise en place des implants, il faut que ça soit réalisé dans des conditions optimales, donc l'asepsie optimale, donc ça veut dire un bloc opératoire, potentiellement une salle propre, les définitions ne sont pas forcément données. Il ne doit pas y avoir d'utilisation des membranes de régénération osseuse. Il doit y avoir une absence de maladie parodontale. Est-ce qu'un bilan parodontal est obligatoire avant la réalisation d'un geste? Donc là, c'est des choses sur lesquelles on va au cabinet prochainement essayer de réfléchir pour voir comment on peut aborder la question.
où bon, faut qu'on en parle tous ensemble, mais effectivement, un bilan paro pourrait être une très bonne idée en amont. Et l'hygiène orale doit être satisfaisante. Ensuite, il va falloir voir le patient et lui expliquer qu'un suivi va être nécessaire, qu'il y aura des séances d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire qui va venir tous les ans pour vérifier que ses implants ne bougent pas, et il doit adhérer à ça. Il devrait également arrêter le tabac, c'est-à-dire que tout patient qui fume, et même la vapoteuse, se verra refuser des implants. Et donc, en l'absence de ces conditions, la mise en place des implants reste malgré tout contre-indiquée. Donc, pas de terrain paro, pas fumeur, et sans membrane de régénération osseuse et des implants posés dans de bonnes conditions, tout en ayant expliqué au patient que différentes possibilités s'offraient à lui et qu'il a bien compris pourquoi il s'orientait vers cette possibilité. Pour les périimplantites, ouais. Non, mais c'est bon parce que je pense que tu vas y répondre. Je reposerai la question si tu n'y as pas répondu. D'accord. Pour les périimplantites, alors là, par contre, clair et net, pas de traitement des périimplantites. Le seul traitement, c'est la dépose de l'implant sous antibioprophylaxie. Voilà. Ça, ils ont été clairs. C'est un avis d'expert, hein, donc actuellement, c'est zéro soin de périimplantique. Donc, on peut traiter les poches autour des dents avec des matériaux de comblement ou non, sans membrane de régénération. Par contre, autour des implants, non. Dépose. Même si c'est très léger, 1 millimètre de perte osseuse, il n'y a pas de précision par rapport au degré, à la sévérité, mais en tout cas, pas de traitement en dehors de la dépose dans le cadre de la périimplantite. Okay. Et je n'ai pas trouvé de définition de ce qu'ils appelaient la périimplantite dans ces cas-là. Donc, parce que je sais que dans les anciennes de 2011, j'avais un patient justement qui avait une petite mucosite, on va dire une toute petite périimplantite, et il y avait justement noté pas de traitement chirurgical des périimplantites. Donc clairement pas de lambeaux, de curetage, mais du coup on essayait de temporiser un peu avec l'aéropolissage, enfin tout ça. Mais bon, de toute façon il a été déposé depuis l'implant. Hein, okay. Voilà, là c'est vraiment les recommandations brutes telles que vous pouvez les lire sur la Haute Autorité de Santé. J'ai essayé d'aller voir l'argumentaire, mais comme c'est des avis d'experts, on n'a pas toujours l'explication à la chose que je me ferai un plaisir de poser si j'ai l'occasion de croiser des gens qui ont participé justement à ça, à l'organisation de ces recommandations. Pour finir, je vais vous parler juste de l'antibioprophylaxie parce qu'elle a aussi été un petit peu modifiée, c'est-à-dire que, bon, comme d'habitude, elle doit être donnée au moins 1 heure avant. Maintenant, il y a un petit astérisque qui a été rajouté. Si vous avez oublié de le donner, ce comprimé, à votre patient, vous pouvez le donner jusqu'à 2 heures après la réalisation de votre geste. Donc ça, c'est déjà une petite nouveauté. Comme les médicaments, vous en utilisez pas beaucoup, hein, les antibiotiques, ils peuvent être dorénavant, pour un souci écologique, être dispensés à l'unité en pharmacie. Il faut juste qu'il y ait la mention sur l'ordonnance. Ça, c'est une vraie nouveauté. Ça, pour le coup, j'ai vraiment appris ça. Parce que pour moi, c'était en Angleterre qu'on pouvait le faire, mais pas en France. Donc, apparemment, c'est bon. Et dernière recommandation, quand vous avez plusieurs séances à faire avec votre patient à haut risque d'endocardite infectieuse, il faut essayer d'espacer d'au moins 3 semaines les séances, de manière à laisser en fait éviter tout ce qui est bactériorésistance au niveau de votre patient. Et si ça n'est pas possible, il vous est recommandé de changer de type d'antibiotique. Si vous ne pouvez pas patienter, typiquement le patient qui doit recevoir une prothèse valvulaire d'ici 4 mois, vous allez essayer de faire les choses relativement, on va dire toutes les semaines, de manière à enlever les dents nécessaires secteur par secteur parce qu'il prend je ne sais quel médicament à risque hémorragique. Il va falloir intervertir les antibiotiques dans ces cas-là. En tout cas, c'est la nouvelle recommandation. Les médicaments qui sont recommandés, alors toujours l'amoxicilline en première intention, bien évidemment en absence d'allergie, ce qui correspond à 2 grammes 1 heure avant. Et c'est là la petite nouveauté, c'est qu'avant on donnait tous la clindamycine, et dorénavant, les recommandations ont changé. La clindamycine n'est plus forcément recommandée. Ça, j'ai été lire pourquoi. C'est parce que son efficacité ils ont montré que l'efficacité était
pas très intéressante dans le cadre du haut risque d'endocardite infectieuse. On retrouvait des bactériémies relativement similaires avec ou sans clindamycine. Et donc, il a été décidé de donner des nouvelles recommandations pour les patients allergiques. Et donc, il s'agit de l'azithromycine, 500 mg en gélule, à donner 1 heure avant. Attention à l'azithromycine, je vous le rappelle, pendant le Covid, on en a quand même pas mal parlé en association avec l'hydroxychloroquine, aux patients qui peuvent avoir un allongement de l'intervalle QT. Donc en fait, c'est que ça peut donner des arythmies cardiaques chez ces patients-là. Donc avoir peut-être de contacter par exemple le cardiologue pour savoir si vous pouvez effectivement proposer ce médicament. Et deuxième alternative, c'est la pristinamycine. Donc là, par contre, c'est lié à un avis d'expert. C'est 1 gramme 1 heure avant qui peut être donné. Par contre, il faut pas le donner. C'est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans. Voilà pour ces nouvelles recommandations liées à l'endocardite infectieuse. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des nouveaux patients qui peuvent arriver au sein des cabinets et on va pouvoir quand même évoluer. Donc, n'hésitez pas. Je pense à 2-3 praticiens qui m'avaient adressé des patients, donc ce sera un plaisir de revoir ces patients-là pour peut-être faire une proposition de prise en charge. Et puis évidemment, pour moi, il va être temps de clôturer cette session. Je vous remercie de votre patience et d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que j'ai pas été trop rapide, j'espère que vous avez appris plein de choses, ou en tout cas que j'ai réussi un minimum à vous intéresser et que la dermatobuccale vous a donné envie d'en faire un peu plus au cabinet, ou d'essayer de repérer un petit peu ces lésions qui sont un réel problème de santé publique. Et la prochaine fois, ce sera Natacha qui nous fera le grand plaisir de nous parler de la maintenance paro-implantaire pour les adhérents du ski. Donc ça se passera au Drugstore à Strasbourg en présentiel. Et donc Natacha, je ne sais pas si éventuellement tu voulais présenter ta soirée à venir le 19 septembre à 19h. Oh, le teasing que tu m'as fait en plus avec le petit encart rouge là. Non, j'avais juste fait une petite remarque de Dr Rin qui parlait par rapport, on parlait des antibiotiques avant, aux difficultés d'approvisionnement par rapport à l'amoxicilline en ce moment. Donc je crois qu'on est tous dans le même bateau avec ça. Hein. Ouais. Après, j'ai l'impression que nos patients arrivent quand même à s'en procurer. J'ai pas eu trop de retours de pharmacie, mais c'est plus des problématiques sur les doses curatives. Quand tu veux mettre oui, c'est ça. 7, 9, 10 jours. C'est ça. Là, ça devient compliqué. Ils ont du mal à les délivrer après pour des cures comme ça. Sachant que la dispension comme ça à l'unité, je pense qu'elle peut être demandée également dans le cadre de l'amoxicilline. Si c'est vraiment 2 comprimés 1 heure avant, ça me semble réalisable. À voir avec la pharmacie, je l'ai essayé là, depuis que je fais la présentation, je l'ai essayé 1 ou 2 fois, mais c'est tout. Ok, ça marche. Et oui, du coup, pour le 19 septembre, ce sera avec grand plaisir de vous parler un petit peu de tout ce qui est maintenance paro-implantaire. Très brièvement, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire au cabinet en plus de la maintenance que vous faites habituellement sur les dents, donc des tartrages, parce que parfois on n'ose pas forcément, on ne peut pas et on ne sait pas comment faire pour nettoyer autour d'un implant. Les conduites à tenir en cas de mucosite, de périimplantite, voilà, on pourra voir tout ça ensemble. Je vous donnerai des petits trucs et astuces. On verra des petites choses aussi par rapport au travail des assistantes qui peuvent nous aider dans ces cas de maintenance. Et voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un bel été. Je repasse la parole à Anne-Claire. Merci à tous pour votre présence ce soir. Alors, pas de panique si vous n'avez pas pu tout suivre ou tout noter. Comme d'habitude, il y aura un replay qui sera disponible sur le site du SKIT prochainement, certainement la semaine prochaine. Et donc, encore merci à Maxime pour cette présentation hyper claire, didactique. On voit qu'il y a de la passion là-dedans. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt en présentiel pour cette belle soirée au Drugstore.